En fait, cette loi fait suite à 31 lois sécuritaires en 30 ans. Donc, elle est problématique en ce sens que ces lois sécuritaires s'accumulent. C'est simplement une de plus, c'est-à-dire donnant beaucoup plus de pouvoir à la police, limitant les pouvoirs des juges indépendants et réduisant énormément la liberté de la presse. Donc, elle est tout à fait problématique. En plus, elle est problématique par rapport au fonctionnement même des institutions démocratiques que sont notamment le Parlement et la justice, puisque là, le Parlement vote une proposition de loi, c'est-à-dire une proposition qui émane, c'est la proposition de loi sécurité globale, elle émane des députés, certes, mais en fait, la plupart du temps, le Parlement vote à 90% des projets de loi, et ça sera la question qu'on abordera ensuite de la loi confortant les principes républicains, qui là est un projet de loi uniquement préparé par le gouvernement. Mais en réalité, les deux procédures parlementaires se mélangent, puisque ce sont des députés de la majorité parlementaire qui ont préparé la loi sécurité globale et qui l'ont de toute façon voté puisqu'ils sont majoritaires au Parlement, sans qu'il y ait vraiment de contre-pouvoir possible, à la différence d'autres pays sur la question de l'élaboration de la loi. Elle est beaucoup trop le fait de l'exécutif en général en France. Donc, je voulais quand même souligner ces questions avant d'aborder la loi sécurité globale en elle-même. Pourquoi elle est problématique? Parce qu'elle a un célèbre article 24 qui prévoit que la diffusion de l'image d'un policier serait punie de 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette diffusion se faisait avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier en question. C'est quand même un problème puisque l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme dit que la police est instituée dans l'intérêt général et l'intérêt particulier de ceux auxquels elle est confiée. Et là, on a vraiment l'impression que cet article, s'il est voté en deuxième lecture par le Sénat, c'est un article qui va complètement être interdire aussi une certaine information du public sur les violences policières. C'est ça le problème essentiel que ça pose. C'est-à-dire que la plupart des violences policières, lorsqu'elles sont commises, la seule manière de les faire condamner, c'est de montrer des images vidéo de ces violences policières. Si on ne peut plus le faire parce qu'on ne peut plus diffuser ces images, il est bien évident que ça posera un problème de preuve de ces violences policières qui, comme on le sait quand même, sont assez importantes depuis quelques années, depuis notamment les manifestations des Gilets jaunes. Donc cette loi, elle pose ce premier problème. Et un deuxième problème, une atteinte à la liberté, en fait, de la vie privée, puisque on pourra avoir accès à des images filmées par des drones lors de manifestations. Et ça, le Conseil d'État a jugé déjà que ça n'était pas assorti d'assez de garanties du point de vue des atteintes à la vie privée que ça impliquait. C'est la raison pour laquelle cette loi vraiment porte atteinte à la fois à la liberté finalement de manifester, d'expression, à la liberté de la presse et également atteinte à la vie privée. En plus, dans le cadre de cette loi, les peines qui sont encourues, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, sont quand même des peines qui pourront être prononcées en comparution immédiate et notamment contre des journalistes ou toute autre personne qui diffuserait des images de policiers en train
disons, d'intervenir lors de manifestations si ces images, selon un critère extrêmement large, pouvaient nuire aux policiers en question. Donc, c'est vraiment un critère beaucoup trop large pour permettre à ces libertés de continuer à s'exercer. C'est que là, c'est véritablement une loi qui comprend énormément de dispositions. C'est un véritable bouquet garni et elle complète en quelque sorte la loi sécurité globale. Alors, la loi confortant les principes de la République est un projet de loi. Donc là, comme on sait que la loi sécurité globale a été votée par le Parlement et sera présentée au Sénat au mois de mars, la loi confortant les principes républicains vient d'être votée par le Parlement et sera également fin mars présentée au Sénat, mais là seulement en 2 lectures selon une procédure d'urgence. C'est ce que je disais tout à l'heure, la question de l'élaboration de la loi est cruciale puisque cette loi confortant les principes républicains n'aura que 2 lectures au Parlement, tandis que la loi sécurité globale, qui est une proposition de loi, aura 4 lectures, 2 devant chaque chambre. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette loi confortant les principes de la République? D'abord, on peut dire que ce qu'on peut déplorer, c'est ce qu'elle ne contient pas. Contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la République dans son discours de Mantes-la-Jolie, il n'est absolument pas question, par exemple, de lutter contre les discriminations à travers cette loi, puisqu'on sait qu'elle intervient après l'assassinat horrible du professeur Samabati, et il avait dit que il fallait absolument conforter les principes de la République en montrant que la République ne discrimine pas un certain nombre de populations, ne racise pas un certain nombre de populations. Il avait proposé, par exemple, d'enseigner beaucoup plus l'arabe dans le secondaire, etc. Un certain nombre, d'améliorer l'habitat, etc. Ça, cette loi, elle ne comporte absolument aucune disposition à cet égard, mais uniquement des dispositions de nature tout à fait répressive. Alors, c'est que le fait de diffuser des éléments d'identité d'une personne sur Internet ou sur un média quelconque, que ce soit le nom de la personne, son adresse, va être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et si c'est un policier, par exemple, ou un professeur, ou n'importe quel agent public, là, ça sera puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce qui veut dire que par rapport à la loi sécurité globale, si vous voulez, c'est une sanction qui s'ajoute à celle de la loi sécurité globale et on ne sait pas comment on va appliquer, par exemple, ces 2 lois, puisque sans doute elles vont être votées. La première loi sécurité globale, si vous diffusez une photographie d'un policier sur Internet de façon à nuire à son intégrité physique ou psychique, vous êtes puni d'1 an d'emprisonnement. Et d'après la loi confortant les principes républicains, là, vous êtes puni de 5 ans d'emprisonnement si vous diffusez un élément d'identité, dont sa photo. Donc, on voit déjà une incohérence totale dans la fabrication, en quelque sorte, de la loi, puisque c'est pratiquement les mêmes faits qui sont punis de sanctions différentes. Mais en dehors de ça, cette loi confortant les principes républicains, le problème qu'elle pose, c'est que ça va poser des difficultés par rapport à la liberté d'expression, là, une fois de plus, puisque, et la liberté, finalement, parfois aussi de faire avancer certains combats comme les combats des femmes, puisque le mouvement MeToo s'est développé et a permis quand même un certain nombre d'avancées ces derniers temps, même si ça n'est pas suffisant, en cas d'agression sexuelle, puisque c'était essentiellement la diffusion d'éléments de dénonciation de personnes qui avaient commis des actes graves, que ce sont des agressions sexuelles et des viols.
Et c'est grâce à ce procédé que un certain nombre de choses se sont un peu améliorées quand même, il faut bien le dire, et dans les commissariats et sans doute dans les juridictions, même si encore une fois ça n'est pas parfait. Donc, atteinte par la loi confortant les principes de la République, là aussi, à la liberté évidemment d'expression et à la liberté de la presse. Également, le fait que cette loi, qui est là un projet de loi, la loi confortant les principes de la République, sera votée selon une procédure d'urgence, seulement en 2 lectures, c'est-à-dire une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, et entraînera également des atteintes à la liberté d'association. À savoir que le fait pour un membre d'une association de commettre une infraction pourra entraîner pour le président de l'association lui-même une interdiction de continuer à être président de cette association pendant 5 ans. Donc ça, c'est un côté un peu loi scélérate, puisque la liberté d'association est un principe absolument essentiel depuis le 19e siècle, et c'est cette liberté d'association qui a permis évidemment le développement de nombreuses associations de défense des droits comme le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, etc., et bien d'autres associations. Et ça pose véritablement un problème que les associations soient désormais extrêmement, on va dire, contrôlées et surveillées en France, puisque c'est un médium extrêmement important, un contre-pouvoir très, très important, par rapport à l'exécutif. Quand il y a une association qui se met à militer sur un point précis, par exemple de défense des droits, je pense aux questions de violence policière, aux questions de contrôle d'identité, aux questions également par exemple de droits des femmes. Il est certain que ça permet d'informer le public et ça permet éventuellement de faire avancer justement le droit et la loi. Donc, si on limite cette liberté d'association au prétexte qu'un seul des membres d'une association, qui peut parfois comprendre des milliers et des dizaines de milliers de membres, entraînera l'interdiction de présider cette association pour le président, qui ne peut évidemment pas tout contrôler, ça pose donc un très très gros problème. Également pour les subventions qui vont être données à cette association. Les associations souvent ont des gros problèmes financiers, surtout ces derniers temps où les subventions de l'État, des régions ont beaucoup baissé. Je pense à une association comme Anticorps. Il est évident que certaines associations vivent au moins autant grâce à leurs subventions que grâce aux cotisations de leurs membres. Et certaines associations vont être en quelque sorte un peu étranglées si on peut désormais, par le moyen du préfet, contrôler l'origine des subventions à partir de 10 000 €, ce qui est quand même très très peu, enfin des donations données à cette association à partir de 10 000 €. C'est quand même une grosse atteinte à la liberté d'association en dehors de la précédente que j'ai signalée. Donc, je voulais essayer d'expliquer que dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Par exemple, pour les associations, en Italie, c'est le juge, c'est un juge indépendant qui décide de dissoudre s'il y a lieu une association, alors qu'avec la loi confortant les principes de la République, ce sera l'autorité exécutive, le ministère de l'Intérieur, qui pourra par décret dissoudre une association. On imagine évidemment qu'une association qui dérange le pouvoir exécutif pourra être bien plus facilement dissoute qu'une association de pêcheurs à la ligne, bien évidemment. Et donner ce pouvoir à l'exécutif est un très gros problème démocratique, alors que ce pouvoir de dissolution d'une association qui, par exemple, porte atteinte à l'ordre public, ça peut exister, devrait relever de l'autorité judiciaire qui est indépendante.
Alors, ce qui a quand même beaucoup changé, c'est l'accumulation de lois dites sécuritaires, à savoir que petit à petit, la justice comme pouvoir judiciaire indépendant, qui est symbolisé par le juge, hein, le juge qui juge, le juge indépendant, ses pouvoirs ont beaucoup reculé. Et toutes ces lois, et y compris les dernières lois, là, donne davantage de pouvoir à la police et au parquet. Or, le parquet, c'est vraiment l'émanation quand même de l'exécutif au sein du judiciaire. Et ça, c'est extrêmement inquiétant que la police et le procureur de la République aient de plus en plus de pouvoir, tandis que les citoyens, les droits de la défense, les juges indépendants en ont de moins en moins. Je soulignais qu'il y avait eu 31 lois, il y aura 31 lois sécuritaires si la loi sécurité globale est votée en 30 ans. C'est essentiellement la question aussi que je soulignais au départ de l'élaboration de la loi, puisque on a vu à travers la loi sécurité globale que comme son article 24, très décrié, était extrêmement critiqué, c'est-à-dire l'article qui permet de poursuivre quelqu'un qui a diffusé l'image de policier sur Internet. Eh bien, dans cet article, comme il a été voté, certes, par l'Assemblée nationale, mais qu'il est très critiqué, notamment par les associations et un certain nombre de partis, le gouvernement a proposé qu'une commission se réunisse pour refaire cet article, ce qui est absolument aberrant. C'est le Premier ministre qui a fait cette proposition. C'est absolument aberrant parce que c'est confondre totalement le pouvoir législatif qui appartient au Parlement et l'exécutif, évidemment, le gouvernement qui se mettrait non seulement à fabriquer la loi à travers les projets de loi, mais également carrément à refaire la loi une fois que elle est votée par le Parlement. Donc c'est extrêmement choquant du point de vue des principes démocratiques. D'ailleurs, le gouvernement a complètement abandonné finalement cette idée, mais le fait même que le gouvernement se mêle, une fois le processus législatif en cours, de la modification par amendement de la loi par des commissions ad hoc est une régression démocratique absolument considérable. Par ailleurs, pour finir, la question, c'est que toutes ces lois, en fait, sont élaborées soit par l'exécutif, soit par le Parlement, alors que nous sommes sous un régime de scrutin majoritaire et qu'évidemment, c'est le parti majoritaire au pouvoir, en fait, qui a toujours le dernier mot, qui arrive toujours à faire voter ces lois. Tandis que dans d'autres pays, il y a des contre-pouvoirs à l'exécutif. Je pense à des contre-pouvoirs, par exemple, régionaux, en Espagne ou en Allemagne, des contre-pouvoirs horizontaux, ou il y a également dans d'autres pays des contre-pouvoirs, comme au Royaume-Uni, parlementaires, donc des contre-pouvoirs verticaux, ou également, comme en Italie, un contre-pouvoir judiciaire extrêmement fort, ce qui n'est pas le cas en France. Donc je pense que ça, c'est un véritable problème depuis quelques dizaines d'années. Je pense que donc la question du scrutin majoritaire est une question démocratique absolument problématique et que le fait d'avoir un scrutin aux élections législatives qui serait un scrutin proportionnel permettrait certainement de pallier ces grandes difficultés démocratiques dans l'élaboration de la loi parce que le gouvernement n'aurait pas toute la main sur à la fois la fabrication de la loi à travers ces projets de loi, 90% des textes votés, et à travers finalement le vote de la loi, où nécessairement les lois présentées par le gouvernement sont votées puisque il est majoritaire au Parlement. Donc ça, c'est un véritable enjeu démocratique, je crois.